Bonjour à tous. Le gouvernement a décidé de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision numérique pour 200 villages. De façon concrète, il s'agira d'installer dans chacun de ces villages non encore couverts par la télévision numérique terrestre TNT, 2 vidéoprojecteurs avec décodeur intégré et un poste téléviseur numérique. Cela pour leur permettre de recevoir gratuitement 21 chaînes de télévision et cela sur 5 ans. Ambitieux programme qui va permettre à des foyers de bénéficier de kits de réception par satellite munis de téléviseurs. Mais en quoi la TNT est-elle une révolution et comment ce projet peut-il impacter les populations? On en parle dans le dossier de la semaine. Des logements sociaux en liquidation. Pourquoi cela? Quand on sait que ces infrastructures ont lourdement coûté au trésor public. Et pourtant, par communiqué conjoint, le ministre de l'économie et des finances et son collègue du cadre de vie ont décidé de procéder à leur mise aux enchères, j'allais dire. Alors qu'au même moment, le gouvernement annonce la construction des logements sociaux. N'est-ce pas là un paradoxe? 2 confrères vont nous aider à mieux élucider tout cela. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles sur BB24 et sur votre émission Wikeko. L'acte 1, c'est le mini-journal présenté par Estelle Pazou. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. C'est un ouvrage appelé à faire date au regard de son contenu. Il est un guide pratique, pédagogique et didactique au service des acteurs de développement à la base. Son objectif, éviter des pièges et les écueils liés à la maîtrise d'ouvrage et les nouvelles règles en matière foncière. L'ouvrage est intitulé « Maîtrise d'ouvrage communal et maîtrise des opérations d'aménagement foncier ». Lazare Migan, Igor Ayosso pour plus de détails. Le lancement officiel de ce guide pratique à l'usage des collectivités locales vient à point nommé pour répondre à un mal endémique, la difficulté liée au foncier. À travers ce sésame, Edmond Kokou Odidi, l'auteur de cet ouvrage, plonge ses lecteurs dans l'univers littéraire et leur fait découvrir les arcanes de la gouvernance locale. C'est un ouvrage structuré en 4 chapitres. C'est-à-dire, un premier chapitre aborde les concepts clés sur la notion de la maîtrise d'ouvrage. Le second chapitre porte sur la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures. Le troisième chapitre sur la maîtrise d'ouvrage dans la gestion même des infrastructures. Et le dernier chapitre sur les opérations foncières. Vous avez en annexe des fiches techniques qui sont raccordées à chaque thématique. Donc ces fiches techniques, moi j'invite les collectivités locales à lire ces fiches techniques et à se l'approprier. Parce que c'est là où vous avez tout l'intérêt de ce guide. Vous avez 25 fiches techniques au total et chaque fiche technique, chaque maire ou bien chaque technicien de la commune peut prendre et adapter à sa situation particulière. Sur la première couverture, l'image de cet élu local au milieu de ses charges en dit long. Débordé par la multitude des activités et des charges qui lui incombent, le manque d'expérience des acteurs à la base, la non-maîtrise d'ouvrage, l'incapacité de penser et d'exécuter efficacement un projet de développement local, l'ignorance des règles en la matière sont des écueils que l'auteur invite les acteurs à surmonter. Si vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, des lois et règlements, vous ne pouvez pas réclamer. Vous ne pouvez pas attendre donc du maire et de ses collaborateurs ce que les lois et règlements ont prévu. C'est le foncier qui va assurer le développement durable de notre pays. Et tant que nous passons à côté de sa gestion durable, le développement durable est hypothéqué. 125 000 francs CFA, c'est le prix vendu à l'américaine de ce chef-d'œuvre qui va apporter quelques réponses et solutions à la problématique de la gouvernance locale et conjuguer au passé les problèmes fonciers qui assaillent les Béninois. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont une opportunité. Mais Patrice Sagbo en a une toute autre opinion. Il est au micro de Enoch Rompati. OGM, organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout ça se passe au laboratoire.
L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpable. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps. Et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. Et puis, la nouvelle est tombée mardi dernier. Stan Toron, le roi du Tcheng System, a tiré sa révérence. Auteur, compositeur et chanteur, l'artiste serait décédé suite à une évacuation sanitaire en France où il suivait depuis quelques jours des soins. Suivons le témoignage de quelques Béninois sur l'artiste quelques heures après son décès. Ces chansons et ces images resteront des souvenirs immortels dans la mémoire collective. Grand artiste béninois, Mohamed Ibitoche Roger Stanislas Toron est passé de vie à trépas. Ici, à Gbégamé, nous sommes dans sa maison, celle qu'il a vu grandir. L'annonce de son décès est douloureuse et fait couler des larmes. Nous sommes chez Toron. Comme d'habitude, c'est chez son oncle, mais on dit chez Toron à Gbégamé, Pos. Il est resté ici longtemps, je suis son premier danseur, vous connaissez très bien. Nous sommes là avec la famille, avec ses cousines, tout le monde ici présent. C'est vrai qu'il est mort et son enfant nous a appelés pour nous dire qu'il est mort. Stan Toron avait 63 ans. L'artiste serait récemment parti en France pour des soins. Et fortuitement, il y a de cela 3 semaines, disons pas 3 semaines qu'il est voyagé, mais déjà une semaine à l'avance, une semaine déjà, il m'a appelé, mais moi je n'ai pas pu décrocher parce que j'étais en circulation, donc je n'ai pas pu décrocher. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, je ne sais pas. Or, il ne m'a jamais appelé comme ça. Aujourd'hui, ce matin, on nous a informé que c'est comme ça qu'il est décédé. Plus de 40 ans de carrière musicale, avec à son actif plusieurs albums à succès. L'artiste, plus connu sous le nom de Papi Grandé, a révolutionné une musique traditionnelle béninoise, dénommée Tchengoumé. Une musique qu'il a modernisée et baptisée Tcheng System. Toron Stan est au-delà d'une vedette simple. Il a participé, si on peut le dire ainsi, à la vie aussi bien culturelle que politique du Bénin, de par les messages qu'il arrivait à transmettre dans tout ce qu'il avait comme richesse musicale. Toron Stan, c'est l'authentique. C'est quelqu'un qui, dès le début, a compris qu'il fallait vendre une forme de signature, une forme d'authenticité musicale, rythmique et même gestuelle. Et tout cela a fait tout de suite l'unanimité, que ce soit ici ou même en Afrique, au sud du Sahara. Son parcours artistique a séduit plusieurs générations. Ces tubes devenus des cultes n'ont pas pris de rides malgré les âges. Stan Toron laisse en héritage une riche discographie. Son premier disque à succès remonte aux années 1975.
Des Béninois se souviennent de ces chansons. Bamanulo, oh, Bamanulo, oh, Zerui de Zerui, Betoleni Zewesu. Par exemple, quand je prends Gotaï, Tchenkoumé, je prends aussi Yalo, Yalaïlo. C'est vraiment un grand homme, un grand musicien qu'on a perdu. Une fierté nationale et une gloire de la musique béninoise. Le roi du Tchèque System reste encore vivant dans les esprits. Son timbre vocal a traversé les frontières. Sa musique ne meurt pas. Salut l'artiste. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Merci à vous Estelle. À votre suite vient la revue de presse économique et Enoch Rompati a parcouru pour nous les quotidiens cette semaine. Suivons plutôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue économique sur BB24, la chaîne de développement. Bonne santé financière des caisses de l'État après l'opération de délivrance de quitus fiscal. Constitution des dossiers pour les législatives de 2019. Le Trésor public fait de bonnes affaires. Écrit à sa une La Nation. Pour le quotidien national d'information, le Trésor devrait s'en sortir avec un très bon chiffre d'affaires comparativement aux 7 députations antérieures si toutes les listes engagées passaient à la caisse. Il estime même le pactole à 1,743 milliard de francs CFA. Une chose est de renflouer les caisses de l'État, une autre est de lutter contre le blanchiment d'argent. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Le dispositif de lutte en évaluation nous informe le même journal. Pendant 3 semaines donc, les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, vont parcourir les administrations publiques, les autorités d'enquête et de poursuite pénale, les autorités de supervision et de contrôle, les autorités d'écoute, les institutions financières et bancaires pour rencontrer les acteurs publics et privés impliqués dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'ananas béninois, bientôt sur le marché international. Pour une garantie de la qualité, une chambre froide a été installée ce jeudi 28 février à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, nous apprend le même journal. Et puis retenez dans cette revue de presse économique que les ordures valent de l'or à Wekbo dans la commune de Tofo. C'est une information que nous apporte le quotidien La Nation. Un documentaire met l'accent sur la gestion des déchets solides ménagers. Mesures sociales à présent. Après le naufrage du 13 février dernier sur le fleuve Niger, Karim Maba reçoit le soutien du gouvernement, nous informe le matin. L'information est aussi relayée par le quotidien Fraternité qui met en manchette chavirement mortel d'une barque sur le fleuve Niger. L'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, apaise Karim Maba et actionne les mesures de prévention. Le journal mentionne dans ses colonnes qu'après l'assistance en produits alimentaires, le gouvernement apporte une assistance complémentaire constituée de gilets de sauvetage, de bouées de sauvetage et de matériel de couchage. D'une mesure sociale à une autre, bientôt 200 villages auront accès à la télévision par satellite, nous apprend le quotidien du service public, La Nation. Fraternité abonde dans le même sens. À en croire ce journal, il s'agit d'installer dans chacun des 200 villages retenus et non encore couverts par le programme de la TNT, télévision numérique terrestre, 2 vidéoprojecteurs avec décodeur intégré et un poste téléviseur numérique de 32 pouces pour les lieux publics, ce qui leur permettra de recevoir gratuitement 21 chaînes de télévision pendant 5 ans. Le projet est piloté par le gouvernement béninois en partenariat avec la coopération chinoise. Et puis bouclons la boucle avec le Conseil économique et social qui tient sa première session ordinaire de l'année 2019. L'information est à lire à la page 2 du journal La Nation.
Au cours de cette session, les discussions vont porter sur la promotion d'une nouvelle filière agricole respectueuse de l'environnement et de la promotion de la scolarisation des filles au Bénin. Le bilan et les perspectives du Fonds d'appui au développement des communes au Bénin. Et enfin, l'identification des approches de solutions à la culture de l'anarcadier. Merci de votre fidélité à la chaîne de développement BB24. À dimanche prochain. Merci à vous, Enoch Nkpati. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. La tête toujours plongée dans les journaux. Et sans plus tarder, le décryptage. Comme je le disais à l'entame de cette émission, le gouvernement a décidé de liquider des logements sociaux, des biens immobiliers délaissés depuis 2016 pour de nombreuses raisons. De Parakou, en passant par Adiara, Abomey-Calavi et Lokossa, tous les bâtiments du programme 10 000 logements seront cédés bon marché. Mais pourquoi cette mise aux enchères au regard des investissements consenti par le contribuable? Avec deux confrères, on va essayer de décrypter cela. Je reçois ce matin Memo Kouton. Bonjour Memo. Bonjour Ivaes Balogun, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va. Alors, à vos côtés, Memo, je reçois Joël Tokbonou. Joël, bonjour. Bonjour Ivaes, bonjour à tous. Vous allez bien aussi? Très bien. Alors, Memo, pourquoi, selon vous, le gouvernement a décidé de mettre ainsi aux enchères des logements qui ont quand même coûté pour le contribuable? Ouais, je pense que le gouvernement a réfléchi et a simplement vu qu'injecter encore beaucoup de millions pour la finition de ces logements sociaux, ça ne garantirait en rien, je vais dire, une économie, sinon ça n'amènerait pas le gouvernement à faire de l'économie pour évoluer, pour la mise en œuvre de son programme d'action. Et donc pour cela, il faudrait simplement passer à la liquidation. C'est vrai, on se pose la question, pourquoi avoir laissé tout ce temps, ou bien pourquoi ne pas vouloir continuer? Mais je le dis, si on voit un tout petit peu, sûrement que le gouvernement a fait le point et a vu que ce qu'il aura à dépenser pour la finition, et si on doit également céder cela à des acquéreurs, finalement, plus tard, le gouvernement ne pourra pas rentrer en possession de tout ce qu'il aura à dépenser. Donc je pense que le gouvernement a, pour ma part, le gouvernement a pris une bonne option, puisque ces logements sociaux, et même si vous êtes un technicien, vous allez sur ce terrain et vous voyez un tout petit peu l'état de délabrement avancé de ces bâtiments, vous verrez simplement que quiconque va l'acquérir aujourd'hui aura encore à dépenser beaucoup d'argent avant d'intégrer, puisque les bâtiments sont vieillissants, c'est laissé aux intempéries. Et donc, alors, vous insinuez ainsi que les travaux qui avaient été faits par le passé pour ces logements sociaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art? Non, je ne le dis pas. Je dis peut-être que, vous savez, quand vous montez les murs et vous les laissez aux intempéries, à la pluie, au soleil, et vous n'y mettez pas la toiture, soyez sûr que ça va s'affaiblir. Parce que c'est vrai, on aurait pu faire une très bonne fondation avec, je ne suis pas agent de BTP, mais avec les piliers très, très solides. Mais du moment où c'est laissé aux intempéries, il n'y a pas eu l'entretien qui doit suivre. Je suis sûr que vouloir acquérir ça aujourd'hui, c'est déjà un gros risque pour tous ceux qui vont s'aligner sur ces offres-là. Mais déjà, je pense que le gouvernement a pris une très belle option, parce que un État qui se veut sérieux ne peut quand même pas céder des choses d'une certaine nature. Finir cela, injecter beaucoup d'argent, c'est comme des éléphants, comme ce que nous avons du côté tout juste à la descente du pont de Porto-Novo, et c'est là, et puis c'est comme un musée de la corruption, comme le disent les gens. Les travaux auraient été bien faits dans le temps, mais si on avait accéléré, si on était allé au bout, je suis sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors Joël, êtes-vous d'avis avec Memo quand il pense que véritablement il y a des problèmes, les travaux les constructions ont été laissées aux intempéries, et donc cela peut se justifier, cette mise aux enchères? Oui, c'est un problème technique, parce que, comme il le dit, les équipements, les travaux, le chantier a été abandonné aux intempéries, donc c'est normal qu'il ait subi des
effets négatifs. Mais l'aspect qui est important, c'est le fait que le gouvernement n'explique pas pourquoi il en est arrivé à cette décision. Est-ce qu'un audit a été fait? Qu'est-ce qui a mené à cette décision? On ne sait pas. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est deux choses. Premièrement, on constate que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement a perdu 3 ans avant d'en arriver à quoi faire de ces bâtiments. Parce que pendant 3 ans, on est resté là à qualifier ces bâtiments d'éléphants blancs sans rien faire. Alors qu'on aurait pu continuer les travaux. Continuer ou alors prendre la décision de les liquider. Deuxième chose, on constate que le gouvernement même se voit ou constate les réalités même de la mise en œuvre de la construction, je veux dire, des logements sociaux, parce que dans son programme, le gouvernement a dit vouloir construire 5 000 bâtiments par an. Tout à fait. Mais après 3 ans, et ça devait déjà en 2017, 5 000 bâtiments devaient être déjà construits. On en est où aujourd'hui? En 2019, aucun bâtiment n'est construit. Donc le gouvernement, ayant constaté les difficultés de construire les logements sociaux, prend maintenant les anciens logements sociaux comme un plan B. À s'en tenir à ce communiqué, c'est ce qu'on pourrait dire. Maintenant, à se demander, qui vont prendre ces bâtiments? Est-ce que ce ne sont pas des gens déjà connus qui vont les acquérir? Bon, mais vu que c'est un communiqué qui est lancé à l'endroit de toute la population... Vous pouvez également vous aligner. Oui, n'importe qui peut s'aligner pour le prendre. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation socio-économique du pays est difficile. Et je n'ai pas moi qui... Et je pense que c'est justement pour ça que le gouvernement a demandé à chacun de faire son offre. Oui, ce n'est que la procédure que le gouvernement suit. Mais je me demande, moi je m'interroge, je ne présume pas de ce qui va se passer, mais il est fort probable que, comme cela se voit depuis un certain temps, que ce soit une ou deux personnes qui s'acquièrent de tout. Mais au-delà du problème qui est ainsi posé, c'est quand même de l'argent public qui est gaspillé comme ça, non? Gaspiller, oui. Gaspiller, oui. Oui et non. Parce que, un peu comme je le dis, si le gouvernement en place avait, dès au départ, fait l'audit qu'il faut, l'audit technique qu'il faut, relever les insuffisances de ce que les autres avaient commencé, et au lieu d'en faire une exploitation politique, de parler d'éléphants blancs, ainsi de suite, et de prendre la décision qu'il fallait en son temps, je pense qu'on n'en serait pas à ce gardien. Parce que la dépréciation des bâtiments est claire. De 2016 à aujourd'hui, les bâtiments n'auront pas le même coût. C'est clair. Oui. Donc, il fallait prendre cette décision-là depuis fort longtemps plutôt que d'attendre. Si c'était à raser, il fallait raser à brader. Non, mais moi, je pense que, Joël, vous avez raison, mais peut-être l'erreur du gouvernement, c'est de n'avoir pas communiqué sur le fait qu'il y ait eu un audit. Je ne crois pas que le gouvernement puisse prendre une telle décision sans avoir analysé, sans avoir commandité un audit. Les audits, vous savez, on le dit, c'est des choses qui sont commandées, mais très souvent, on politise certaines affaires et puis on les rend publiques. Peut-être sur ce plan, on n'a pas rendu public ces audits-là. Mais je suis sûr que le gouvernement ne pourra jamais prendre une telle décision de liquidation de ces logements sociaux sans avoir mis en branle un service d'audit pour pouvoir en comprendre un tout petit peu. Je pense que dans ce cas, dans le communiqué, il aurait été mieux de dire suite aux audits, oui, justement. Mais ici, maintenant, vous voyez l'exploitation, quand je dis que c'est un plan B, parce que le gouvernement est confronté à la difficulté de construire ses propres logements. Bon, c'est vrai que c'est déjà ratifié. Le communiqué commence pas dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. C'est comme si dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la liquidation des logements sociaux. Était prévu. Non, c'est des logements sociaux qui devaient être construits par le gouvernement et non. Moi, je ne pense, c'est une lecture, je vais même dire que c'est une bonne lecture, mais moi, je dis que je ne pense pas que le gouvernement ait pris ça comme un plan B. Je pense plutôt que le gouvernement se dit qu'à travers la liquidation de ces logements sociaux, qui va maintenant commencer par installer ses propres logements sociaux, comme vous l'avez dit, de 5 000 par an. Et vous l'avez dit tout à l'heure que depuis des années, depuis que le gouvernement est là, on n'a pas vu un seul bâtiment
sortis de terre pour pouvoir répondre à cette ambition du gouvernement. C'est possible, mais si un homme sensé ne pourrait jamais, et vous-même, Joël Tokono et tous ceux qui nous suivent, vous ne pouvez jamais voir quelque chose à côté. Je suppose que c'est votre papa qui vous l'a légué, qui a commencé quelque chose. Vous pouvez, et vous venez de voir que peut-être que ceux qui ont travaillé sur le chantier, ils n'ont pas fait un bon travail, mais vous aurez voulu construire quelque chose à côté ou bien ériger quelque chose d'autre ailleurs. Votre ambition, c'est d'abord de répondre, de réaliser ce qui est là, de donner une suite à ça. Mais justement, dans la volonté de donner une suite, n'aurait-il pas été mieux de viabiliser ou d'aménager ces bâtiments ou les zones dans lesquelles ces bâtiments ont été moi, ce que je dis, c'est pour cela, quand Joël parlait des acquéreurs tout à l'heure, moi, excusez-moi, je plains tous ceux qui... C'est vrai que je n'ai pas les sous pour aller sur ce terrain, mais je plains tous ceux qui iront qui vont s'allier. Non, je les plains parce que, vous savez, un bâtiment, ça a un prix et ça a une certaine durée de vie. Et donc, si... moi, j'ai pris simplement le plaisir d'aller sur le site de Fongba, à Lokossa. Et non, franchement, si vous voyez ça à Fongba et également du côté de Calavi, vous allez comprendre que il y a des briques qui sont en train d'être... C'est qu'il n'y a plus briques sur briques au niveau de certains bâtiments. À Calavi également, il y a même et vous savez, notre incivisme au Bénin, il y a même des gens qui ont cassé, il y a des tuyaux qui ont été sectionnés, il y a beaucoup de vandalisme. Les gens ont profité de la léthargie, les gens ont profité de l'inaction du gouvernement et de l'État pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc je me dis, le gouvernement a, je connais de le dire, la viabilisation de ces zones, c'est possible. Mais le gouvernement va se dire, et on connaît le gouvernement en place, c'est un gouvernement qui aime ce qui est fin et ce qui est beau. Ils vont dire, bon. C'est l'impression que ça donne. Une impression, ah bon, d'accord. L'idéal en cette matière-là, c'est d'abord de dire ce qu'il y a lieu de faire pour viabiliser les zones. Parce que l'erreur au début de ce programme-là, c'est de ne pas avoir viabilisé les zones. Ce qui fait que même pour construire, les gens avaient des difficultés à trouver de l'eau. Comme vous le dites, aujourd'hui, les acquéreurs, pour la plupart, devront raser ces bâtiments. Ce qu'ils vont acquérir en réalité, c'est la parcelle. Parce qu'ils devront raser, pour la plupart, ces bâtiments et en construire. Et cette posture me confirme qu'il s'agit juste d'un plan B. Parce que, actuellement, il y a la BOAD qui a accepté le financement de 9 000 logements à Calavi en fin d'année dernière. Mais jusque-là, ça ne peut pas commencer encore parce que le gouvernement se rend à l'évidence de la réalité en matière de construction de pareilles infrastructures. Parce que c'est dans un partenariat public-privé que cela doit se faire. Contrairement à ce qui est fait maintenant, ce qui est là actuellement, et qui constitue un problème parce que l'État ne peut pas construire et mettre à disposition. Ce n'est que dans une approche partenariat gagnant-gagnant que le gouvernement peut le faire, ce qui est une bonne option pour ce gouvernement. Mais dans ce cas, il faut trouver les partenaires adéquats pour le faire. Vous venez en 2016 et vous faites un programme du genre, vous ne pouvez avoir de partenaires qui est déjà prévu d'investir autant de milliards en 1 ou 2 ans. Et voilà, vous avez dit que vous allez construire 5 000 bâtiments par an, ce qui, à l'évidence, s'avère impossible. Et donc, il faut trouver un plan B. Il faut quand même, en fin de mandat, dire qu'on a construit des logements et donc on va exploiter ça. Certains estiment aussi qu'avec la volonté de créer une cité ministérielle, ce serait l'occasion de prendre ces zones-là, qui sont quand même des zones un peu reculées, permettre aux enseignants ou à des fonctionnaires d'habiter cette zone-là et donc d'aménager. C'est une option que d'investir encore beaucoup plus d'argent pour construire une nouvelle cité ministérielle. Encore faut-il que les enseignants puissent trouver les moyens pour acquérir ce qui est avant là. On pourra déduire ça de leur salaire petit à petit. C'est combien ils gagnent d'abord. Non, c'est ça, avec le temps de la vie aujourd'hui normal. Non, ne trompons pas. Ces parcelles ne pourront pas être acquises par des enseignants. Pas des enseignants normaux. Parce que les enseignants normaux, les enseignants qui ne gagnent que leur salaire, ne pourront certainement pas acquérir ça. Sauf extraordinaire. Surtout qu'aujourd'hui, là où le problème est grave, avec la loi sur l'embauche, avec la loi qui dit que
Lorsqu'on vous licencie, on vous paie maximum 9 mois de votre salaire. Mais ça fait que les banques ne sont plus prêtes à faire des prêts aux fonctionnaires. Ouais, c'est là l'impact de certaines lois. Les banques ne sont plus prêtes à faire des prêts. Alors souvent, ces bâtiments s'acquièrent grâce à des prêts bancaires. Voilà la situation. Donc, ça veut dire que pour acquérir ces parcelles, il faudrait que les intéressés puissent disposer déjà des moyens pour le faire. Et je ne crois pas. Pour l'instant, c'est difficile à faire. On dit jusqu'au 23 ou 27 mars, ça doit se faire. Mais, sauf des enseignants vraiment comme vous l'avez dit, c'est vrai, et c'est une bonne idée si le gouvernement essayait d'appeler des fonctionnaires d'une certaine classe de vouloir de s'intégrer. Mais déjà, moi, il faudrait rappeler que quand vous voyez ces logements sociaux tels que c'est conçu, il n'y a pas d'espace. Et donc, alors que le Béninois a besoin d'espace, tout le monde veut rester chez lui, mais avec beaucoup d'espace. Vous voyez, c'est des mètres carrés, c'est des choses que quand vous-même vous voulez louer, on vous présente ça, vous avez dit non, c'est trop exigu. Et donc là, je pense que vraiment, c'est un plan, c'est peut-être le plan B, comme le disait Joël, mais le gouvernement doit repenser cela avec l'aide de la BEAD, comme on le dit, et l'aide des autres partenaires adéquats pour pouvoir penser à des logements dignes du nom pour le Béninois, parce que ces logements, ce n'est pas ce qu'on voit là, ce n'est pas du type du Béninois. Le Béninois aime beaucoup plus l'espace et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Et j'encourage encore, pour finir, j'encourage tous ceux qui vont s'aligner sur ces terrains. Vous n'allez pas vous aligner. Non, moi je ne vais pas m'aligner. Joël, vous allez vous aligner. Je n'ai pas les moyens. Merci à vous, chers confrères. Merci à vous, chers confrères. Memo Couton avec Joël Toponou. Merci d'être là ce matin pour ces éclairages. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci donc, sans plus tarder, le dossier de la semaine. Bientôt, la télévision par satellite pour 200 villages. C'est une option du gouvernement pour favoriser la couverture intégrale du territoire par la télévision numérique terrestre, entendez TNT. Le Conseil des ministres de cette semaine, justement, a décidé de doter des villages et des ménages de kits de réception par satellite. En quoi est-ce que la télévision numérique est une avancée et quels en sont les enjeux pour le Bénin? À discuter juste après cet élément. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziennes terrestres. Alors que de nombreux pays d'Afrique préparent leur migration du système analogique vers la TNT, au Bénin, ce basculement a déjà eu lieu. Le Bénin est déjà dans la TNT. Le premier signal de la télévision numérique terrestre est apparu le 31 décembre 2017. Donc le 1er janvier 2018, nous étions tous sur le site d'Abomey Calavi pour fêter cela. Justement, voici le site de la télévision numérique terrestre d'Abomey Calavi, la tête de réseau. C'est l'un des 4 sites fonctionnels de la TNT du Bénin. Ici, c'est la salle de monitoring. Une plateforme de supervision et de formation de bouquets de télévision pour la distribution aux usagers à travers le réseau national de diffusion. C'est le lieu d'émission et de diffusion du signal. Le niveau de réalisation du projet permet à ce jour de recevoir la TNT de Porto Novo à Pobé, de Cotonou à Campopo, de Lokossa en direction du nord jusqu'à la hauteur d'Alada. Le gros du travail a déjà été fait. Le gros du travail consiste à mettre en place la tête de réseau ici à Abomey Calavi. Ensuite, pour couvrir le reste du territoire, il faudrait mettre en place une station terrienne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir de cette station terrienne, tout le multiplex national sera transporté vers les centres émetteurs de l'ORTB. Je peux vous dire qu'il y a déjà une dizaine de centres émetteurs qui ont déjà tous les équipements et qui n'attendent que le signal en provenance de la station terrienne que nous sommes en train de faire. Donc d'ici le mois prochain, nous allons commencer à faire beaucoup de sites comme Natitengu, comme Djougou, ainsi de suite. Une fois ces dispositions prises, le territoire national sera couvert. Mais à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs?
les téléspectateurs n'auront pas besoin de changer leur poste téléviseur. S'ils ont des postes téléviseurs à écran cathodique, ils continueront à utiliser ces postes téléviseurs. Le décodeur que nous mettrons en place avec les kits de réception vont gérer de façon efficace les signaux numériques pour les restituer sur les écrans, que ce soit des écrans cathodiques ou les écrans numériques. Et si les avantages de la TNT se résument à une meilleure qualité d'image grâce au mode de diffusion désormais numérisé, une réception sans interférence, un large choix de programmes et un accès garanti sur l'ensemble du territoire, l'acquisition d'un nouveau kit de réception s'impose. Et le gouvernement s'attelle déjà à mettre à disposition ces kits de réception à des coûts subventionnés. L'engagement est pris pour que d'ici la fin du premier trimestre 2019, ces kits soient mis à la disposition des téléspectateurs. Le sujet est donc passionnant comme vous avez pu le constater et pour en discuter ce matin avec moi, je suis avec Patrick Adiabodou pour recevoir l'invité. Patrick, bonjour. Bonjour Ulvaïs Balogun, bonjour chers téléspectateurs de BB24 et de Wikeko. Votre rubrique Dossier de la semaine reçoit un ingénieur technicien en télécom, spécialiste de la fibre optique. Il s'appelle Abdel Akochaye. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. D'entrée, Ulvaïs Balogun a planté le décor. La première question que je voudrais vous poser, en quoi l'avènement de la TNT, entendez télévision numérique terrestre, est une révolution dans le monde de l'audiovisuel? Merci beaucoup et pour la question, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus ou moins numérique où tout le monde, et les médias, la télévision et les réseaux ont besoin beaucoup plus de bandes passantes pour faire passer leurs signaux, pour faire passer les informations. Et donc, par cela, la fibre optique a révolutionné le monde. La fibre optique, c'est actuellement le meilleur support de transmission au monde, qui a une bande passante illimitée. Et parlant toujours du numérique, la télévision, entre-temps, fonctionnait de façon analogique. À l'aide des équipements, et quelqu'un parle, et on capte l'information, et l'information n'est pas traitée, ou bien on a de difficultés, on est limité à traiter l'information, puisque l'information n'est pas numérisée. Aujourd'hui, l'information est numérisée. Et quand l'information est numérisée, on peut modifier l'information, on peut traiter l'information, on peut compresser l'information, de telle sorte que sur un même canal, on peut faire passer plusieurs programmes. Tout à fait. Et c'est ça qu'on appelle la TNT. La TNT dont on parle sera à la portée, bientôt à la portée des Béninois de 200 villages. Ces villages recevront gratuitement 21 chaînes de télévision pendant 5 ans. Concrètement, quand on passe de la télévision analogique à la télévision numérique, qu'est-ce qui change? Ce qui change de la télévision analogique à la télévision numérique, c'est l'information, c'est le traitement de l'information qui change. Parce que l'information, aujourd'hui, devient numérique, comme je l'ai dit tantôt. Et les téléspectateurs, ceux qui reçoivent les programmes de télévision, ils doivent forcément changer leur télévision, avoir des télévisions qui ont aujourd'hui des décodeurs numériques pour pouvoir recevoir ces programmes de télévision que les télévisions vont émettre désormais. Donc, il faut toute une installation et il faut que les téléspectateurs se mettent les moyens aussi pour payer les outils numériques aujourd'hui pour recevoir les programmes. Vous permettez, Patrick, au-delà des téléspectateurs qui doivent se préparer, ici, on dit que le gouvernement veut doter les villages, 200 villages. Oui. Comment est-ce que cela peut se faire? 200 villages, il faut beaucoup de moyens. On sait que ces villages sont quand même des villages un peu reculés. Oui, le gouvernement a bien pensé de dire qu'il faut passer par le satellite, et parce que quand on parle de télévision numérique terrestre, c'est que les informations sont relayées par des émetteurs terrestres, oui. Mais ici,
et l'information sera diffusée. La diffusion se fera par satellite. Et donc, des antennes paraboliques seront installées au niveau de ces 200 villages. Et ces antennes seront dotées des têtes pour recevoir les signaux. Et ce qu'il y a là, c'est qu'il faut d'abord l'énergie. Il faut que l'énergie soit disponible. Dans ces villages? Et dans ces villages, l'énergie électrique, bien sûr, pour que l'énergie électrique soit disponible. Après ça, il faut installer les panneaux, les paraboles. Et après les paraboles, dans le compte rendu du Conseil des ministres, j'ai quand même lu qu'il y a les télévisions qui seront déjà dotées des décodeurs et donc ils peuvent recevoir le signal, les programmes. Et on parle aussi, l'autre pan du projet du gouvernement d'accès à la télévision par satellite pour les 200 villages, c'est qu'il y aura des foyers, il y aura des ménages qui recevront aussi gratuitement de la télévision numérique et pendant 2 mois, 33 chaînes. Dites-nous, ces ménages, est-ce que techniquement, vous êtes un ingénieur en télécommunication, ces ménages ont-ils besoin d'être formés pour? Oui, parce que... Ou bien l'État installe simplement et leur donne la possibilité de suivre la télévision? Si l'État installe seulement et les laisse comme ça, le problème va se poser après. Parce que quand on parle de la diffusion par satellite, j'ai parlé tantôt des paraboles, et donc il y aura des perturbations météorologiques après. Donc les villageois en ces moments ne pourront pas recevoir, la qualité de l'image serait perturbée et ils seront inquiets, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, la télé ne fonctionne pas et comme ça ils ne pourront plus recevoir. Donc, il faut, surtout quand on sait que même actuellement avec les décodeurs qu'on a, quand il commence à pleuvoir, on perd le signal. On perd le signal, donc il faut forcément qu'il y ait un technicien qui vienne encore recalibrer, qui viennent encore repositionner l'antenne pour qu'il puisse avoir une bonne réception. Vous insinuez que cette installation va forcément générer des emplois? Forcément, cette installation va générer des emplois parce qu'il faut que le gouvernement pense au volet formation, à former des gens dans ces localités, ou bien je ne sais pas si c'est les agents de la télévision nationale qui seront déployés, ou bien la télévision nationale va recruter encore beaucoup plus de techniciens, ils seront déployés pour ce fait. Sinon, si on ne le fait pas, c'est que le gouvernement aurait mis de l'argent et ça ne va pas donner ce qu'il faut. On parle aussi, quand on prend ces équipements, c'est des équipements qui coûtent très cher, on s'intéresse à leur entretien. Comment ça va se faire? Est-ce que ces ménages qui, pour la plupart, vivent dans des zones enclavées, où très souvent il n'y a pas de l'électricité, où l'occupation générale, c'est l'agriculture, c'est le champ. Comment ça va se faire l'entretien? Qu'est-ce que vous suggérez en tant que technicien? Ok, en tant que technicien par rapport à la maintenance, à l'entretien de ces équipements, et il faut forcément qu'une équipe soit formée pour l'entretien et la maintenance, et qu'il faut un programme de maintenance. Quand on installe ces équipements qui coûtent cher, il faut forcément une équipe, un programme qui stipule que à chaque fin du mois ou bien à chaque trimestre, l'équipe passe pour voir ce qui se passe, ce qui ne va pas et régler. Il ne faut pas qu'on fasse comme le cas de la SBE où ils ont une équipe de maintenance, mais même quand on les appelle, quand il y a problème, ils ne viennent pas. Si on le fait comme ça, le projet aurait échoué, le gouvernement aurait mis de l'argent. N'allons pas penser que le projet va échouer parce que c'est un projet à caractère social et inclusif qui permettra aux populations béninoises d'avoir accès à la télévision. Mais dites-nous, on parle de 200 villages. Est-ce que pour vous, le gouvernement peut rêver encore, aller au-delà, parce qu'on n'a pas 200 villages simplement au Bénin? Le 200 villages, et quand moi j'ai lu le truc, le 200 villages, c'est peu. C'est peu. S'il y avait les moyens, on peut aller au-delà de 200 villages.
On peut aller au-delà de 200 villages. La couverture nationale. Oui, la couverture nationale. Quand vous dites les moyens, vous y mettez quoi? Quand vous dites les moyens, c'est-à-dire avec déjà 200 villages, à votre avis, est-ce qu'il faudra mobiliser combien environ? On ne peut pas chiffrer ça. Par rapport, je ne peux pas donner de chiffres. Je ne peux pas donner de chiffres. Vous êtes dans le domaine, techniquement. Sinon, 200 villages, pour moi, c'est peu. On peut faire plus. On peut faire plus. Parce que je crois qu'il y a des partenaires qui accompagnent la chose. On peut faire plus. 200 villages pour le Bénin, on peut faire plus. Quels sont le matériel dont on a besoin de façon pratique pour permettre à ces 200 villages déjà de commencer à avoir la TNT? De façon pratique, à part l'électricité, on a besoin des paraboles. Après les paraboles, on a besoin des télévisions et puis des décodeurs. Alors, moi, je suis un peu profane. La fibre optique intervient à quel niveau? OK. La fibre optique intervient au niveau de la transmission du signal. Quand on prépare le signal, il faut transmettre le signal. La fibre optique est un support de transmission. Et donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut encapsuler plusieurs programmes dans le cas de la TNT. Donc, on peut encapsuler plusieurs programmes, pas seulement les programmes de la télévision nationale, même les autres chaînes de télévision peuvent envoyer leurs programmes. Et tout ça peut passer sur la fibre optique, ce qui n'était pas faisable avec le câble de cuivre. L'autre question que je voudrais vous poser, on sait qu'après cette phase d'essai, les ménages qui vont accepter contracter un abonnement avec l'État moyennant un coût forfaitaire seront destinés à l'entretien de ces équipements. Est-ce que nous allons changer les postes téléviseurs que nous sommes en train d'utiliser actuellement? On sait que dans les villages, c'est les anciens postes. Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on adapte le décodeur intégré? Comment ça va se faire en quelques mots? Oui, les postes téléviseurs qu'on utilise actuellement, on va les changer. On va les changer puisque la réception maintenant est numérique. L'information qui sera réceptionnée est numérique. Donc, il faut que ces postes-là puissent traiter numériquement ces informations. Les postes qui ont de gros derrière, comme on le dit habituellement, ne pourront pas. Les écrans cathodiques voilà, comme on le dit, seront changés. Je crois beaucoup de Béninois ont déjà pris l'habitude, cette habitude de Mais dans changer. les villages, c'est pas évident. Dans les villages, je dis, dans les villages, c'est pas. Les gens n'ont pratiquement même pas la télévision. Oui, mais c'est pour cela le programme a dit qu'il va doter ces villages-là de postes téléviseurs. Eux-mêmes, quand ils vont voir, ils seront intéressés. Ils vont voir le côté positif du truc, ils vont s'y mettre pour s'acquérir des télévisions adéquates. Le technicien que vous êtes, ingénieur télécom spécialiste de la fibre optique, quel est votre appel à l'endroit des citoyens qui vont bénéficier désormais de ce projet, bientôt de ce projet partenariat entre le Bénin et la Chine? Ok. L'appel que je lance aux populations bénéficiaires de ce projet, c'est de s'y mettre, de s'intégrer, d'adhérer au programme parce que quand un gouvernement pense et réfléchit et dit qu'il va mettre quelque chose comme ça à votre disposition, c'est que le gouvernement pense quand même à l'épanouissement de la population. Parce que quand vous recevrez ces chaînes, ces programmes, à l'aide de ces programmes, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup, même ceux qui sont dans les villages, les enfants de ces paysans qui vont à l'école, ils pourront beaucoup s'instruire à l'aide de ces chaînes. Donc, il faut qu'ils adoptent, il faut qu'ils acceptent le truc et accompagnent le gouvernement dans ce sens. Vous pensez que c'est un projet à caractère social? L'impact social, selon vous, c'est perceptible? Oui, l'impact social est vraiment grandiose. L'impact social est grandiose. C'est nécessaire, c'est utile. Ce programme, c'est vraiment utile pour les populations, pour les villages. Merci à vous. Le temps ne nous permet pas d'aller un peu plus en détail. Oui. Merci à vous, Patrick Adjabodjou. Vous recevez avec moi sur ce plateau Abdel Akotchaye, ingénieur télécom, spécialiste de la fibre optique. C'est bien ça. Merci pour votre éclairage, merci pour vos précisions également. Merci beaucoup.
Wikeko prend fin ici sur ces précisions du spécialiste. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Prenez du plaisir sur BB24.